Bonjour à tous, on est vraiment très content que vous soyez là pour ce webinaire sur s'implanter du Québec vers la France. Pour notre mot d'introduction, on a la chance d'avoir Michel Boisvert de la délégation générale du Québec à Paris. Donc, je vais laisser faire notre mot d'introduction. Merci, merci, merci. Alors donc oui, je suis Michel Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la francophonie. Alors, mesdames et messieurs les membres des équipes de French Impact, de Ronalpia et de l'Esplanade, mesdames et messieurs les entrepreneurs sociaux et dirigeants d'organismes en économie sociale, mesdames et messieurs, bien heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je veux surtout féliciter au nom du gouvernement du Québec l'aboutissement de cette belle coopération Québec-France en matière d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social et d'économie sociale et solidaire après des mois de travail. Parler de ces sujets n'est pas nouveau entre nos deux territoires. Et pourquoi? Tout d'abord parce que le Québec et la France ont des écosystèmes particulièrement développés en économie sociale et entrepreneuriat social, avec leurs similitudes et leurs différences. Ça nous a amené, au-delà des facilités de la langue et des habitudes anciennes de coopération, à échanger naturellement sur ce sujet. Au Québec, l'économie sociale, c'est plus de 11 000 entreprises pour des revenus d'environ 50 milliards de dollars et plus de 220 000 salariés. Et ça n'intègre pas l'entrepreneuriat social qui représente aussi de très nombreux professionnels dont je veux saluer la présence aujourd'hui. En France, l'économie sociale et solidaire, c'est plus de 220 000 entreprises pour environ 100 milliards d'euros de revenus et près de 2 350 000 salariés, soit 10% de l'ensemble des travailleurs. Ces chiffres peuvent donner le tournis à juste titre, ils sont conséquents. Une part importante de nos économies sont sociales et solidaires et c'est une excellente chose quand on sait l'importance des fractures et le besoin de lien social qui traversent nos pays. Le Québec, de ce point de vue, se distingue des autres sociétés d'Amérique du Nord en étant le seul État fédéré où l'économie sociale est institutionnalisée et soutenue à ce point par des politiques publiques depuis près de 30 ans. Tout au long du mois de novembre, c'était d'ailleurs le mois de l'économie sociale au Québec avec un message fort. L'économie sociale doit être considérée comme une solution pour une meilleure relance économique du Québec. Alors, qu'en est-il du point de vue de la coopération internationale entre nos deux territoires? Depuis plusieurs décennies, nos gouvernements respectifs s'intéressent de près au sujet de l'innovation sociale et de l'économie sociale. En 2013, une entente de coopération est signée entre le Québec et la France pour mieux coopérer en matière d'économie sociale et solidaire à l'occasion de la 17e rencontre alternée des premiers ministres. Renouvelée en 2016, elle portait notamment sur des échanges de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques au moment où les deux gouvernements partageaient une préoccupation commune quant à la mise en place d'un cadre légal. Plus concrètement, il s'agissait d'échanger sur les outils de financement de l'ESS, les moyens de reconnaissance, de sensibilisation et de promotion de celle-ci, ainsi que sur l'enseignement et la formation. Ces réflexions au plus haut niveau ont été utiles pour alimenter les deux grandes lois qui encadrent et soutiennent l'ESS sur nos territoires, la loi québécoise sur l'économie sociale d'octobre 2013 et la loi française sur l'économie sociale et solidaire de juillet 2014. Couronnée par une mission ministérielle en juillet 2019 à l'occasion du sommet Pact for Impact à Paris, la coopération en innovation sociale et ESS entre nos deux sociétés n'a cessé de se renforcer. Notre ministre déléguée au développement régional, notamment en charge de l'économie sociale et solidaire, Mme Marie-Ève Proulx, s'était exprimée ainsi à ce sommet. Les entreprises d'économie sociale ont notamment la capacité de répondre plus directement et rapidement aux besoins des communautés, de générer une responsabilisation du milieu et des individus, de concerter les actions pour la réalisation de projets et de créer des réseaux économiques et sociaux à l'échelle locale et régionale qui permettent de revitaliser les territoires. L'annonce du partenariat entre l'Esplanade, French Impact et Ronalpia, le 12 novembre dernier,
et la démonstration de la vitalité de nos coopérations dans ce secteur. L'objectif affiché de ce partenariat est de soutenir les entreprises et organisations du secteur de l'innovation sociale dans leur prospection des marchés internationaux et de leur offrir un accompagnement solide dans leur implantation au Québec et en France. Voilà qui vise juste en cette période de crise où l'économie sociale et l'innovation sociale auront un rôle essentiel à jouer pour la reconstruction de nos économies. Je vous souhaite donc à tous un excellent webinaire. Je suis certaine que vous y apprendrez beaucoup de choses utiles. N'oubliez pas qu'il existe des fonds dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise qui peuvent vous aider à financer la mobilité entre les deux côtés de l'Atlantique pour le développement de vos projets avec vos partenaires français. Je veux aussi vous assurer que la Délégation générale du Québec à Paris sera toujours là pour soutenir activement les Québécois qui cherchent des partenaires et des échanges avec la France. Alors, bonne discussion à toutes et à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot. Alors, je suis désolée, il y a eu un tout petit couac sur le lien, donc on a quelques personnes qui vont nous rejoindre. On va s'occuper de ça. Ce que je propose donc à présent, donc, Clémence, je te laisse partager les slides, puis on va présenter justement donc, les différents acteurs de ce partenariat, donc, qui sont l'Esplanade, Ronalpia et French Impact. Puis je vais commencer par laisser la parole à David Santelli pour présenter l'Esplanade. Oui, bonjour. Merci encore, Madame Boisvert, pour ce mot d'ouverture. Donc, très rapidement, parce que la plupart des entreprises sont basées au Québec, donc connaissent, enfin du moins je l'espère, l'Esplanade. Donc, juste rappeler que l'Esplanade est le principal accélérateur dédié justement à l'entrepreneuriat social au Québec. On accompagne à peu près 70 à 80 projets par an. Et on a donc un modèle qui vise à travailler sur des champs, je dirais, de l'innovation sociale spécifique. Donc, si tu veux avancer. Ouais. Voilà, donc principalement au travers de 3 éléments qui sont bien entendu une plateforme d'accompagnement où on délivre 4 différents programmes qui se rejoignent dans un parcours, c'est-à-dire que quand une entreprise rentre à l'Esplanade, on peut l'accompagner depuis la validation, je dirais, de son projet d'affaires jusqu'à la mise à l'échelle. Donc, il y a des entreprises qui sont accompagnées à des moments ponctuels sur un horizon, on va dire, de 5 ans. Un espace qui est en transformation en ce moment vers une proposition qui est, je dirais, de permettre aux entreprises de venir y vivre une programmation notamment, programmation qui est diversifiée et qui rejoint donc 3 pôles d'innovation sociale qui sont non exclusifs, mais qui sont principalement les endroits où l'Esplanade aujourd'hui essaye d'avoir un impact collectif avec les entreprises qu'elle accompagne, c'est-à-dire le milieu de la santé communautaire, système alimentaire et environnement et changement climatique plus large que le pôle historique qui était en énergie mobilité. Et donc, pour pouvoir réaliser notre potentiel d'action dans ces pôles-là, nous travaillons dans une démarche territoriale à catalyser et développer des partenariats avec différentes institutions. Par exemple, dans le milieu de la santé, le réseau, je dirais, qui regroupe les différentes actions au niveau de chaque territoire, bien entendu aussi avec des entités gouvernementales, mais aussi le monde de l'entreprise et bien entendu les universités. Un autre élément spécifique à l'Esplanade depuis sa création en 2015, c'est son lien avec le milieu de l'investissement d'impact, au travers notamment de son partenariat avec Toronto, le Mars Center for Impact Investing et SVX, dont on est les représentants pour le Québec. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Clémence. Merci David, merci Madame Boisvert d'avoir introduit ce webinaire. C'était vraiment très précieux d'avoir votre
votre soutien, le rappel de votre soutien et ce lien de qualité entre nos deux pays. Très important aussi, je trouve, de revenir à l'historique de ce partenariat et de quelles valeurs communes nous partageons et donc pourquoi on se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour démarrer concrètement une belle aventure. Donc, le French Impact, voilà. Qui sommes-nous? Il faut savoir que l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, je vais y revenir un peu plus tard quand on sera rentré dans le cœur de la présentation, est assez développé et foisonnant en France. Cela dit, ce qui est apparu dans les dernières années, c'est que malgré justement le foisonnement de toutes ces solutions et principalement solutions locales, il manquait une cohérence, il manquait surtout de la visibilité et du coup du financement et de l'appui de l'État pour permettre à cette économie sociale et solidaire et donc aux innovations sociales de se développer. Partant de ce constat, le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, on aime bien les noms un peu longs en France, mais parce qu'ils sont porteurs de sens, a lancé en janvier 2018 une initiative qui s'appelle le French Impact et qui est donc nous, sous format d'association afin d'être indépendant et avec la mission de fédérer tous les acteurs qui font de l'innovation sociale et environnementale un levier de transformation pour notre pays, donc pour la France. Concrètement, donc notre vision, fédérer, accélérer, inspirer les politiques publiques. Concrètement, comment on fait ça? Donc, on est effectivement, nous, un réseau national qui va avoir 3 programmes principaux. Un premier qui s'appelle Pionnier, qui est d'accompagner et dont je suis responsable depuis 2 ans maintenant, et dont l'objectif est d'accompagner des initiatives emblématiques de l'innovation sociale, je vous en donnerai quelques exemples plus tard, vers leur changement d'échelle et leur essaimage depuis 3 ans en France et on espère de plus en plus vers l'international. Deuxième programme, un programme territorial, parce qu'on va le voir, l'économie française, c'est aussi, c'est pas juste, le pays, c'est aussi 13 régions, c'est aussi 99 départements. En fait, c'est beaucoup, et surtout les ESS, c'est beaucoup une économie de territoire. Beaucoup de choses se font en local et donc c'est important d'avoir des accroches des racines dans les territoires sur le terrain pour bien comprendre et bien servir ces innovations sociales et leur développement. Donc on a 27 collectifs territoriaux qui sont labellisés sur le territoire français, dont Romain, qui représente Rhône-Alpia, un des collectifs territoriaux de la région Rhône-Alpes, et aussi partie prenante de ce partenariat avec l'Esplanade pour permettre d'avoir un terrain d'atterrissage aux entrepreneurs québécois intéressés par la France. Troisième programme, défi politique publique, où là, l'objectif, c'est davantage de prendre... Donc, du coup, dans le premier programme, on a des innovations sociales, des porteurs de projets. Deuxième programme, des territoires qui ont relevé des problèmes et qui demandent qu'à développer des solutions auxquelles répondent ces premiers porteurs de projets. Et on va aller voir un ministère pour leur dire, voilà, on vous propose de faire une expérimentation, cette solution sur ce territoire. Si ça fonctionne, vous pourrez le transformer en politique publique, grosso modo. Donc, notre mode d'action, c'est de partir des acteurs de l'innovation sociale en France et de les faire coopérer, collaborer, créer des ponts intelligents avec les acteurs de l'économie traditionnelle que sont les entreprises engagées, les collectivités territoriales, donc les acteurs de territoire, les investisseurs donc là c'est plutôt le sujet de la finance à impact, les administrations, c'est-à-dire les acteurs qui légifèrent pour pouvoir permettre à l'innovation sociale de mieux se développer, il faut aussi des lois qui permettent de mieux les accompagner. Et enfin, bien sûr, les acteurs de l'ESS, parce que vous verrez, on a beaucoup d'acteurs qui permettent d'accompagner les porteurs de projets ou les territoires en France. Hop, et maintenant, du coup, qu'est-ce que je voulais faire un petit lien en disant, vous parlez du coup de réseau et à quel point le territoire, c'est important en France, bien connaître le territoire d'implantation. C'est pour ça qu'on a avec nous Rhône-Alpia. Et Romain, je te passe la main pour te présenter. Merci beaucoup Clémence et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Romain Trucchi, responsable du programme implantation à Rhône-Alpia. Donc chez Rhône-Alpia, on accompagne des entreprises sociales
à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2013. Notre mission, c'est de détecter, de sélectionner et puis accompagner ces entreprises sociales dans les territoires à différents stades de développement, donc création, consolidation, changement d'échelle. À Rhône-Alpien, on réunit les conditions afin que ces entreprises se déploient et maximisent leur impact social. En 2020, on a accompagné comme ça 120 entreprises sociales dans 7 territoires à travers 9 programmes, dont le programme Implantation, dont je vous reparlerai tout à l'heure. En tout, depuis 2013, ce sont 250 entreprises qui ont été accompagnées. On est une vingtaine de salariés. Donc, depuis 2016, Rhône-Alpia a accueilli et accompagné une trentaine d'entreprises sociales dans leur implantation à Lyon, qui est un territoire French Impact, et on en reparlera tout à l'heure. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a cheminé avec elles pendant plusieurs mois, depuis les premiers pas sur le territoire, et on les accompagne pour faciliter et solidifier leur ancrage local. On le fait en lien avec l'agence de développement de la région lyonnaise, qui est notre partenaire sur ce programme, et notamment, je passe le bonjour à Émilie Moret qui est avec nous ce soir. Et c'est dans ce cadre-là qu'en novembre 2017 et en novembre 2019, on est allé rendre visite à l'équipe de l'Esplanade à Montréal pour faire un petit peu d'histoire aussi de notre côté. Et donc, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Et nos deux structures d'accompagnement et le French Impact, on partage vraiment une même vision, une ambition et des projets communs au service du développement d'écosystèmes d'innovation sociale. Et on a un objectif commun qui est bien de renforcer les liens entre les écosystèmes d'innovation sociale au niveau international et surtout de vous accompagner, vous les entreprises innovantes socialement, dans votre développement. Voilà, et je repasse du coup la parole à Clémence sur la suite. Merci. Sur l'innovation sociale en France. Merci Romain. Hop. Donc, à moi d'être maintenant assez synthétique pour vous présenter, décrypter plutôt le concept et la définition de l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire en France. L'objectif, c'est que vous ne repartiez pas avec tout en tête, mais dedans, dans le support, vous avez pas mal de ressources et de liens pour vous aider à creuser une fois que ce temps ensemble sera terminé. Je pense que le premier point qui était important, c'est de rappeler qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire en France, étant donné que ce n'est pas exactement la même sémantique qu'au Québec. Donc l'innovation sociale, tout le monde a à peu près la même... je pense qu'on a à peu près tous la même définition. Elle consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux ou écologiques peu ou mal satisfaits en faisant coopérer tous les acteurs concernés, publics, privés, civils. Elle vise surtout à répondre à des enjeux de société que ni l'État ni le marché savent traiter seuls. Et en France, en fait, on retrouve la plupart de ces solutions-là en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, avec plus de 200 000 entreprises de l'ESS présentes sur tout le territoire. Elle regroupe, c'est un ensemble de structures qu'on va voir juste après, qui reposent sur des valeurs et des principes communs, utilité sociale, coopération, ancrage local adapté, ça c'est vraiment essentiel aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Comment ça s'est formalisé, l'économie sociale et solidaire en France? Comme l'a rappelé Madame Boisvert tout à l'heure, on a effectivement une loi qui date du 1er juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui permet de reconnaître enfin la spécificité de ce mode d'entreprendre. C'est-à-dire que du coup, c'est pas le statut, c'est pas le fait d'être à but non lucratif ou non qui va déterminer si tu es ESS ou pas, c'est le fait de poursuivre 4 principes clés qui sont les mêmes que tu sois, quel que soit ton statut. Donc, poursuite d'une utilité sociale, la recherche d'un modèle économique viable, une gouvernance démocratique et participative, et surtout une lucrativité, limitée. C'est-à-dire qu'on a un encadrement strict de l'utilisation des bénéfices que la structure réalise. Le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis au service de la cause de la finalité sociale. Ça veut dire que en France, donc l'ESS comprend également des entreprises à statut commercial poursuivant bien sûr un objectif d'utilité sociale. On appelle ça c'est un label qui s'appelle ESUS.
Je vous ai mis ici une petite infographie du gouvernement qui permet de redonner un peu le périmètre, donc 10% du PIB national, 10% de l'économie, c'est quand même assez énorme, significatif, plus de 2 millions de salariés en France. Quelle reconnaissance officielle elle apporte à ces acteurs, c'est-à-dire que tu sois coopérative, mutuelle, association, ESUS ou fondation, le fait d'être reconnu ESS, ça permet de pouvoir solliciter des types de financement particuliers, soit de l'épargne salariale solidaire et de prêt participatif solidaire. Hop. L'écosystème de l'innovation sociale, là c'est pareil, je vous ai mis des liens pour que vous puissiez aller creuser un peu plus. À mon avis, ce qui est important de comprendre, c'est la structure. Donc au cœur, on retrouve les porteurs de projets, les acteurs des territoires, et autour, en fait, on va solliciter de manière transversale l'économie traditionnelle, les entreprises qui vont pouvoir apporter, qu'elles soient nationales ou encore une fois elles-mêmes territoriales, du mécénat de compétences, du mécénat financier, pouvoir éventuellement même travailler sur des projets de joint venture avec une innovation sociale. Les investisseurs qui vont aller financer des projets avec des attentes adaptées au projet à impact, bien sûr. Les administrations. Et on a et j'ai mis aussi bien sûr les acteurs de l'ESS parce que dans les acteurs de l'ESS, on trouve non seulement les porteurs de projets, les acteurs des territoires, mais on a aussi un réseau qui a été créé pour permettre d'avoir une certaine gouvernance et d'organiser un peu le flux d'informations. Donc ça, prend forme avec un Conseil national de l'économie sociale et solidaire et localement, par région, des chambres régionales de l'ESS. Voilà pour l'écosystème général. Secteur filière, je vais aller assez rapidement. Évidemment, ça touche à peu près tous les secteurs de la transition écologique et solidaire et en fait un peu tous les secteurs tout court. Parce que partout, il y a des nouveaux modes de fonctionnement à diffuser, à penser et à développer. Donc, nous, nos porteurs de projets, ils viennent de tous ces secteurs-là où ils cherchent, leur ambition, c'est de transformer fondamentalement, structurellement, tous ces secteurs-là. Je vous ai mis une petite infographie sur trois secteurs qui sont encore plus en lumière en ce moment, qui sont l'économie circulaire, les systèmes alimentaires durables et la silver economy. Je crois que si vous êtes lié au réseau d'Esplanade, ce qui est a priori le cas, c'est des secteurs qui ne vous seront pas indifférents non plus. J'ai fait une bêtise, j'ai cliqué sur le lien. Alors, je reviens. Hop là. Tac. Je ne vais pas recliquer sur le lien. Voilà, je vous ai mis quelques exemples des projets qu'on accompagne depuis déjà 3 ans, c'est-à-dire depuis le début. Suivant, qui ont chacun en plus des statuts différents. Il y en a qui sont des associations, d'autres des structures d'insertion par l'activité économique, des entreprises sociales, des coopératives, dans des thématiques très variées. Donc voilà, ça vous donne un peu un panel si ça vous intéresse d'aller creuser. Qu'est-ce que donc la chaîne de financement de l'innovation sociale en France, je pense que vous devez retrouver à peu près les mêmes étapes, bien sûr, dans vos parcours d'entrepreneurs à impact au Québec. En France, en tout cas, voilà, nous, quand on va faire un cours de l'acculturation au financement, parce que notre objectif, c'est aussi que, même si historiquement, les structures de l'ESS sont davantage financées par des ressources publiques, c'est-à-dire des subventions et des dons, enfin des subventions plutôt ou de la commande publique. Nous, notre objectif, c'est d'aller les ouvrir à des types de financement qui sont aussi privés et qui poussent aujourd'hui un peu dans tous les sens. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de la ressource. Donc là, ça va être de passer par la page de crowdfunding jusqu'à des business angels qui peuvent vous intéresser. Et en fait, en définitive, nous, ce qui va qu'on va avoir le plus comme action, c'est de sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la levée de fonds
auprès de fonds à impact. Non, c'est pas parce que tu fais appel à un investisseur, nécessairement un BlackRock ou un requin qui va te faire perdre toute ta gouvernance. Voilà, donc vous pouvez voir, on a 10 fonds à impact qui sont labellisés French Impact, qui sont des partenaires de confiance chez qui on va pouvoir envoyer des projets de notre communauté. Hop. Je voulais vous faire un petit micro, je ne vais pas rentrer sur les chiffres, un petit zoom sur l'impact de la pandémie sur l'ESS et quelques chiffres sur la relance en France. Donc, si on prend 2 chiffres en particulier, 70% des associations qui n'ont pas pu maintenir plus de 20% de leur activité pendant la période de confinement. Ça a été très compliqué la première période de confinement. Il y a énormément de chômage partiel. Ça a demandé à plus de presque 2/3 des associations de revoir leur mode de fonctionnement. Comment je vais garder contact avec mes bénéficiaires ou mes clients, sachant que notre cœur d'activité, c'est l'humain et c'est le terrain, et que l'humain et le terrain nous sont retirés. Deuxième chiffre, c'est le 36% des associations qui ont pu bénéficier des aides mises en place par le gouvernement, qu'il y en a eu quand même un bon nombre, pour les aider à ne pas fermer, ou en tout cas à ne pas à acquérir un peu de trésorerie pour passer la crise. Enfin, même si on est encore en confinement, en deuxième confinement, et qu'on est bientôt en voie de sortie douce de ce deuxième confinement, un plan de relance a été décrété par le gouvernement. Et là, ça pareil, ça fait écho à ce que vous disiez, Madame Boisvert, parce que les mots-clés du gouvernement, c'est pour une relance verte, sociale et territoriale, avec un effort qui est particulièrement porté sur l'économie sociale et solidaire. Hop, voilà. J'ai pas loin d'avoir terminé. Donc, on vous a mis avec Florence un petit clin d'œil sur le glossaire, parce qu'on sait bien qu'il y a même si on a l'impression qu'on parle la même langue et qu'on va se comprendre obligatoirement, il peut y avoir des petits micmacs. Donc voilà, vous retrouvez ce petit glossaire confectionné par les soins de Florence. N'hésitez pas à nous dire si on peut l'améliorer ou le compléter d'ailleurs. Et voilà. Et en fait, du coup, ce que je vous disais de manière un peu... Donc là, je vous ai donné un contexte un peu général de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France, ainsi que sa structuration. Mais en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord vraiment une économie territoriale et locale, et que quand on veut aller s'implanter dans un territoire, quand on va venir s'implanter en France, c'est aussi d'abord le territoire dans lequel on s'implante qu'il faut apprendre à connaître et à comprendre. Pourquoi Lyon ensuite? Parce que, en fait, assez facilement, on s'est rendu compte que Lyon et Montréal avaient pas mal d'attaches communes, ne serait-ce que par les entretiens Jacques Cartier, je crois, qui ont lieu chaque année, une fois à Montréal, une fois à Lyon. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, du coup, on a profité de la présence de Romain pour faire un focus. Concrètement, ça veut dire quoi, un réseau, un territoire en France? À toi le micro. Merci Clémence. Et oui, du coup, c'est vrai qu'entre Lyon et Montréal, il y a pas mal de liens et des jumelages, et notamment les entretiens Jacques Cartier, comme tu le citais bien. Pour vous dire 2 mots sur le territoire, donc c'est le deuxième territoire en France en termes d'habitants, avec 1,5 million d'habitants. On est un fort pôle économique, on est proche de la Suisse et de l'Italie aussi, voilà, pour tisser des liens. Et du coup, on a la chance aussi de s'appuyer sur un écosystème performant en innovation sociale, issu d'une longue histoire et d'une tradition humaniste forte. Depuis 3 ans, on a eu la chance aussi de travailler sous l'impulsion de la métropole de Lyon, qui est la collectivité territoriale, et d'un premier collectif d'acteurs. Vous voyez, c'est tous les acteurs qui sont cités dans le réseau,
dans une démarche de territoire French Impact que Clémence a bien défini juste avant et qui a été initiée avec pour ambition de faire du territoire de la métropole. Alors, à l'époque, on avait beaucoup d'ambition. On voulait devenir la capitale européenne de l'innovation sociale. On va dire qu'on va devenir une des capitales européennes, ce serait déjà pas mal, de l'innovation sociale. Il faut savoir dans la métropole de Lyon, on dénombre pas moins de 5000 établissements de l'économie sociale et solidaire. Soit 12% des entreprises du territoire. C'est un écosystème riche, comme je l'ai dit, en structure d'accompagnement. Donc là, vous pouvez voir la CRES, qui est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, qui va fédérer et représenter les acteurs du territoire, le mouvement des entrepreneurs sociaux. On a l'Union régionale des SCOP, Éthique, qui est une structure, une foncière, qui finance et exploite des espaces de travail destinés aux entreprises sociales. On a tous les partenaires financiers, notamment la NEF, qui est une banque coopérative, ou Rhône Développement Initiative, qui accompagne financièrement les entreprises qui arrivent sur le territoire. En 2020, elle a accompagné près de 40 structures pour 2,7 millions d'euros. On a des fondations d'entreprises, des entreprises du territoire, comme la Caisse d'épargne, qui est une banque coopérative, ou la fondation de l'OL, donc le club de foot local, qui se bouge pour l'entrepreneuriat social. Et je vous mets en dessous quelques exemples d'entreprises sociales qui sont développées sur le territoire, que vous pourrez voir par la suite. En fait, si on peut passer à la suite, là, l'idée, c'est de vous donner merci Clémence, de vous donner quelques astuces par rapport à l'implantation territoriale. Donc, il n'y a pas de recette magique, ça vous pouvez déjà vous le dire, mais 1000 expériences singulières, et la vôtre sera une expérience singulière avec, par contre, quelques grands apprentissages. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes pour voir les enjeux qui nous semblent clés pour aborder sereinement ce beau projet d'implantation que vous pourrez mener dans quelques mois. Du coup, on peut réfléchir autour de 3 questions. La première, c'est comment trouver le bon porteur de projet pour s'implanter. Donc, quelle que soit votre stratégie d'essaimage retenue, l'organisation que vous avez associée à ça, vous allez accorder la confiance à une personne ou à une structure qui sera votre premier visage local, dans un local qui est assez loin de vous en termes de kilomètres notamment. Mais du coup, il faut bien choisir cette personne-là. Il faut savoir ce que vous attendez d'elle aujourd'hui, ce que vous attendrez d'elle demain. C'est-à-dire dresser les expertises, les savoir-faire que le porteur de projet va détenir, telle la posture entrepreneuriale, des qualités de coopération et de communication, ou encore la maîtrise de l'activité de la structure qui sème. Après l'avoir recruté, il va falloir vraiment prendre soin de ce développeur local. C'est un pionnier sur son territoire et un couteau suisse pour votre structure, donc faites attention, parce qu'il y a beaucoup de turnover parmi les développeurs locaux. Souvent, c'est des moutons à 5 pattes qu'on recherche. Et du coup, c'est important de se faire accompagner. Après, je vous donnerai une petite astuce pour se faire accompagner en Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Voilà, parce qu'ils se sentent souvent seuls sur le territoire. En creux, c'est aussi ce qui est de son ressort et de celui du siège qu'il faut bien définir. Il aura besoin d'un cadre clairement établi pour pouvoir jouer autour. Donc, quel est son périmètre de responsabilité de décision au sein de l'équipe et quel est son niveau d'autonomie et sa marge de manœuvre par rapport au modèle originel. La deuxième question, c'est comment on va s'inscrire en complémentarité avec ce que le territoire offre déjà. Une entreprise à Montréal ne va pas être la même que l'entreprise que vous allez implanter à Paris ou à Lyon. Ce territoire a son histoire, sa culture, sa couleur, son organisation, comme vous avez pu le voir, son fonctionnement et ses codes. Tout n'est pas lisible directement. Donc, ce n'est pas facile à appréhender d'un coup. Tout n'est pas écrit. Alors, du coup, c'est vos premiers pas sur ce territoire qui vont être clés. C'est votre curiosité, votre écoute, votre humilité qui vont être de mise. Vous allez peut-être révolutionner votre secteur, j'en suis certain, sur votre territoire d'origine, mais n'arrivez pas en conquistador. Voilà. Il y a une phase d'exploration et de rencontre qui peut sembler foisonnante, peut-être parfois désordonnée, mais qui mérite qu'on lui consacre de l'énergie, de la patience. Donc, parfois, ça prend 9 mois, 1 an, mais elle va vous permettre d'identifier la place et le rôle que vous pourrez avoir au sein de l'écosystème local, et donc pour cela, pour générer un maximum d'impact social. Donc là, c'est l'observation et l'adaptation qui sont de mise pour pouvoir composer avec l'existant. La troisième question qu'on peut se poser, c'est quelle souplesse est-ce que je me donne pour essaimer, sans perdre ni les valeurs ni l'ADN du projet qui va essaimer. Il faut être prêt à adapter votre stratégie d'essaimage, voire son périmètre ou ses activités, en lien étroit avec le siège de la structure. Le lancement sur un nouveau territoire suppose la mobilisation et la réorganisation de l'ensemble de votre structure, du siège, mais aussi des antennes qui existent. Donc, vous avez sûrement déjà identifié et retenu la stratégie d'essaimage la plus pertinente pour votre entreprise sociale. Maintenant, c'est le nouveau territoire qui va vous donner des occasions d'éprouver cette stratégie qui a été testée et écrite.
et bien sûr de la déconstruire, la reconstruire. Vous allez vous embarquer vers une nouvelle aventure. J'ai bien vu ton petit message. Et du coup, ça va vous donner un lot d'investissement, de prise de risque. Ce n'est pas une simple prolongation de l'existant, mais bien une transformation globale de votre structure. Voilà. Et c'est pour ça que nous, à Ronapia, on vous propose un programme d'implantation qui vous accompagne et qui vous accueille pendant 9 mois et qui accueille les entreprises sociales qui ont pris la décision de s'aimer en région lyonnaise et plus largement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 avec une stratégie associée. Et du coup, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de découverte du territoire. Et donc là, notre positionnement, c'est vraiment la connaissance du territoire. Et notre conseil, c'est vraiment, c'est le territoire qui vous fera la place. Donc, écoutez ce qu'il a à vous dire. Là, on vous aide, nous, à diagnostiquer, à faire un diagnostic du territoire, des défis locaux, du fonctionnement, la découverte du territoire et de ses singularités. On adapte la structure pour qu'elle puisse, on vous aide à adapter la structure pour qu'elle puisse piloter l'essaimage avec les bonnes ressources. La deuxième phase, c'est la phase de déploiement. Donc là, on se positionne vraiment réalité de terrain, expérimentation. On appuie à la mise en place des premières expérimentations de terrain et on vous introduit, vous êtes introduit par un tiers de confiance. Et il y a l'accompagnement possible avec la DERLI, l'Agence de développement lyonnaise. Et on vous aide parfois aussi à trouver votre interlocuteur local, votre développeur local. On peut faire un accompagnement RH. Et le troisième positionnement, c'est vraiment la consolidation des activités de la structure. Si vous faites tout cet investissement, c'est pour rester dans le temps. Et donc là, on travaille avec vous sur l'ancrage long terme. On vous challenge en termes de stratégie d'essaimage. On vous aide à structurer un retour d'expérience, de capitaliser cette expérience d'essaimage à l'international. Et on accompagne aussi l'entreprise sociale au global. Donc, bien sûr, l'accompagnement, il est réussi si on n'a pas mis en danger la structure mère. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et pour l'instant, on va peut-être passer à des cas concrets avec le témoignage d'entreprises sociales qui ont déjà essaimé vers notre territoire. Merci beaucoup, Romain. Donc, on vous propose maintenant de voir concrètement le retour d'expérience d'un entrepreneur. Donc, c'est Julien. Est-ce que tu es bien en ligne? Oui, bonjour Florence, tu m'entends? Oui, on t'entend bien. Je te propose de commencer par déjà expliquer rapidement qui tu es, quel est ton projet. Oui, avec plaisir. Écoute, merci Florence, merci French Impact, l'Esplanade, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc c'est ça, Julien Lennet, moi je suis cofondateur et directeur du développement de EO. On t'entend assez mal, peut-être juste te rapprocher ton micro. Ah, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Ouais. Il y a un écho. C'est mieux? Ah ok, je suis désolé, je suis dans la salle de rencontre. C'est correct quand même? Oui. Donc, Écosystème alimentaire urbain, nous, on est une organisation québécoise basée à Montréal et spécialisée dans le développement de fermes aquaponiques. Donc, c'est des systèmes de production alimentaire intégrés qui produisent des fruits, des légumes et du poisson 12 mois par an, quelles que soient les conditions climatiques. Et donc, c'est sûr que nous, on a une grande expertise technique, scientifique en production alimentaire. C'est des fermes commerciales, 10 000, 50 000 pieds carrés qui produisent des tonnes de fruits et de légumes. Mais on est aussi avant tout une organisation à vocation sociale. Donc, notre mission, c'est d'accroître l'autonomie alimentaire des communautés, des territoires. Et donc, c'est vraiment d'utiliser la production alimentaire c'est ça comme un levier de création d'impact positif au sein des communautés, au sein des territoires sur lesquels on travaille, créer de l'emploi, travailler sur la sécurité alimentaire, dynamisation du territoire, travailler sur les aspects culturels, les projets qui sont symboliquement impactants pour les différentes régions dans lesquelles on travaille sur les enjeux de santé, enjeux d'éducation, etc. Est-ce que c'est correct ou pas le son? Je te vois foncer des... Non, c'est bon. J'allais juste te poser la question d'après, c'est bon. Ah, ok, excuse-moi. Du coup, savoir l'implantation en France, nous raconter, puis pourquoi la France? Oui, exactement. C'est sûr que nous, on a des projets un petit peu partout au Québec. La majorité de nos projets sont au Québec, mais on a aussi des projets internationaux. Et donc, on a développé notre premier projet en Afrique de l'Ouest il y a 2 semaines. Et puis, de façon historique, on est aussi international avec 2 projets qu'on mène en France. Donc, peut-être pour dire quelques mots sur les projets en France, le premier, c'est un qu'on a démarré en 2019, qui était porté par un entrepreneur adossé à un grand groupe immobilier. C'est un projet qui était développé à Lyon, dans le 7e arrondissement de Lyon, un ancien bâti industriel classé patrimoine
patrimoine industriel. Et donc, c'était globalement 30 000 pieds carrés, donc 3 000 mètres carrés de serre qui étaient développés sur le toit pour la production végétale. Et puis, une partie de production aquacole qui était à l'étage du dessous. Comment on a développé ce projet-là? En fait, c'était pas mal à travers le réseau. Moi, c'est un ancien collègue, un ami qui travaille justement dans ce groupe immobilier, qui connaissait ce qu'on faisait, qui a vu l'opportunité et donc qui nous a permis à EO de participer, de présenter notre offre, ce qu'on fait, et participer à un appel d'offres international avec d'autres entreprises françaises, belges notamment, qui avaient répondu. Et puis, on avait pu être sélectionné pour développer le projet. Puis, juste un mot sur le deuxième projet sur lequel on travaille. C'est un projet qui est dans la région sud-ouest, près de Bordeaux. Là, c'est différent. C'est un groupe familial de restaurants, de restaurateurs qui veulent développer, qui ont des restaurants sur un peu tout l'ouest de la France, de Nantes jusqu'à Biarritz. Et ils veulent développer leur autonomie alimentaire en approvisionnant de fruits et de légumes. Et donc, ils veulent développer une ferme aquaponique. Et donc, là, le contact s'est fait de façon un petit peu plus originale. C'est Benjamin Laramé, qui est directeur scientifique, cofondateur de EO, mon partenaire, qui a participé à un podcast qui s'appelle Mâche Patate, qui est organisé par les urbainculteurs près de Québec, un podcast en 2018. Et le porteur de projet, donc justement restaurateur français, avait écouté, apprécié grandement le podcast. C'est comme ça qu'il a entendu parler de nous, puis il nous a contacté via notre site web. Super. Du coup, si tu pouvais raconter pour les entrepreneurs qui ont envie de s'implanter sur le marché français, quels sont les défis que vous avez eus et les adaptations que vous avez dû faire? Oui, écoute, des défis, nous, c'est sûr que notre stratégie commerciale à l'international, elle est pas mal fondée plus sur des opportunités, quoi. Donc, soit les demandes entrantes, soit l'activation du réseau, de s'appuyer sur des relais un peu locaux. On parlait tantôt de la connaissance du territoire, c'est vraiment toujours s'appuyer sur des acteurs locaux. Fait que je pense que pour répondre à ta question, je dirais que ce qui est important, c'est vraiment le réseau. Je pense que moi, j'avais travaillé plusieurs années en France, fait que j'avais la chance d'avoir un réseau à la fois dans l'innovation sociale, dans les grands groupes ou dans les institutions déjà présents. Donc, bien s'assurer d'entretenir et puis de nourrir ce réseau-là, s'assurer que toutes les personnes savent ce qu'on fait, puissent comprendre un peu quels sont nos besoins ou les opportunités pour pouvoir créer des liens. Ce qui est important aussi, c'est, on l'a vu, c'est éventuellement créer aussi des liens avec des potentiels fournisseurs ou des relais sur place. Par exemple, nous, on a un de nos fournisseurs qui est un leader français, européen dans tout ce qui est construction de serres. Donc, c'est un de nos fournisseurs dans un de nos projets, mais c'est aussi un relais potentiel commercial parce que tous les projets sur lesquels ils travaillent en France ou en Europe, c'est aussi des opportunités pour que nous aussi, on collabore sur le projet. Ou des entreprises, par exemple, en énergie renouvelable avec lesquelles on travaille sur certains projets, pareil, qui connaissent ce qu'on fait et puis qui soient capables d'éventuellement connecter avec d'autres projets sur lesquels ils travaillent pour faire le lien. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est la présence sur Internet. Nous, on est beaucoup sollicités par des acteurs de la francophonie au sens large, la France, mais aussi l'Europe francophone, Luxembourg, Belgique, Suisse, etc. Beaucoup Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, grâce à la francophonie. Encore plus quand tu te retrouves dans une niche, du contenu sur Internet sur le sujet, il n'y en a pas toujours beaucoup. Et donc, de pouvoir se faire repérer de façon indirecte, c'est intéressant. Puis bien sûr, travailler sur tout ce qui est la presse, les podcasts, les médias spécialisés, ça permet justement d'augmenter l'audience francophone. Merci. Donc, toi, tu es français au Québec. Ouais. Quels sont les conseils que tu as donnés à tes collègues québécois pour l'implantation en France et pour que tout se passe bien? Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est certain en tant que Français. Moi, je vis au Québec depuis 5 ans maintenant. Mais c'est sûr qu'il y a des différences culturelles qui sont importantes d'avoir en tête et puis de comprendre. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a quand même un a priori qui est positif du Québec en France. C'est-à-dire que les Français, globalement, partent toujours avec un a priori qui est assez positif. Culturellement, les Français, même s'ils le connaissent pas tout le temps, ils aiment bien le Québec de façon assez naturelle.
Et puis, il y a surtout dans nos domaines technologie, environnement, innovation sociale aussi, il y a des a priori positifs par rapport au Québec. C'est que des fois, c'est justifié, des fois non, mais comme un peu le mythe scandinave, vous, au Québec, au Canada, vous êtes en avance sur ces aspects-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être pertinent à utiliser. Après, les conseils, c'est plus sur l'accent. C'est sûr qu'il y a la différence de l'accent. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Parfois, les Français ne sont pas toujours très délicats dans leurs interactions sociales et peuvent mettre de l'avant certaines remarques sur l'accent qui peuvent être déstabilisantes ou assez désagréables. Même moi qui ai toujours mon accent français, bien sûr, mais juste à cause de certaines intonations, d'avoir quelqu'un qui sourit ou qui rigole lorsque tu parles et puis tu n'as absolument pas fait une blague, ça peut être assez désagréable, mais souvent, il n'y a pas vraiment de mauvaise intention par rapport à ça. Et puis, culturellement, il y a aussi tous les aspects, ça j'en ai parlé avec Benjamin, mon partenaire aussi, pour avoir la vision québécoise réelle. Mais c'est vrai qu'il y a des interactions sociales qui sont un peu plus formelles, formalisées, plus hiérarchisées en France. C'est sûr qu'il y a toujours la question du vouvoiement qui reste et qui peut être déstabilisant. Et puis sinon, surtout quand on va travailler avec des grands groupes ou des fois avec certaines institutions, il peut y avoir des procédés, des process, pas mal de politiques internes. C'est important de comprendre un petit peu ces protocoles, essayer de les respecter, comprendre tout le processus de décision, quelles sont les dynamiques un peu de pouvoir pour comprendre qui prend les décisions, puis essayer de respecter aussi ces protocoles qui peuvent être parfois un peu surprenants parce que ça fait partie des caractéristiques de la France. Et puis, des différences, on en parlait aussi en termes de langage, de mots, des mots qui ne peuvent pas dire la même chose des deux côtés de l'Atlantique, des unités de mesure qui peuvent être différentes. Fait que c'est très important, effectivement, de les avoir en tête pour, malgré la distance, travailler avec des interlocuteurs français qui comprennent bien ce qui est en question, quoi. Et puis après, peut-être un petit conseil aussi, alors c'est particulier en temps de Covid, mais quelque chose qui est important, qui a fait la différence dans les projets que nous on a développés, c'est aussi la capacité à être physiquement présent. Ça veut dire que de pouvoir se rencontrer aussi physiquement, ça dépend des industries, ça dépend des activités, c'est complètement particulier. Nous, on a cette capacité de pouvoir travailler à distance depuis le Québec, mais être présent physiquement, rencontrer physiquement les gens à certains moments clés, c'est essentiel pour travailler sur des projets en France. Ça vient aussi enlever un petit peu les potentielles barrières liées à la distance, liées au décalage horaire. Top, merci beaucoup Julien. Je vous propose à présent d'avoir un moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions pour Julien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour le reste de l'équipe. Et je rappelle, donc, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, on est vraiment désolé. De toute façon, on vous enverra la présentation juste d'ici demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des retours, des questions, voilà. Est-ce que ce webinaire a répondu à une partie de vos questions? Est-ce qu'il vous en reste? Voilà, je vous laisse la parole. Bon, je vais prendre la parole, alors je vais poser une question. Bonjour Geneviève. Bonjour Clémence, bonjour Romain. Enchantée, mon nom est Geneviève. J'ai une entreprise sociale qui s'appelle Meet for Impact. On œuvre dans le domaine du tourisme et de l'événementiel. Et on a un produit récent, en fait, qui est une espèce de lab d'innovation ouverte pour définir l'impact des événements d'affaires. Puis Lyon était une des villes qu'on avait identifiées comme terrain de déploiement. Est-ce que vous pourriez agir en tant qu'intermédiaire? Parce qu'évidemment, c'est le genre de projet qu'on peut juste déployer avec une organisation de gestion de destination sur place. Donc, en fait, je voulais juste ouvrir la question, puis je ne veux pas prendre le temps, là, je voulais juste me présenter puis vous dire que je vais vous contacter, mais je me disais que ça pourrait être
que vous pourriez peut-être nous aider justement à faire cette démarche-là. Donc, l'idée n'est pas d'implanter l'entreprise en France, mais c'est vraiment d'implanter une itération d'un projet, en fait, à être pris en charge par la communauté locale. Ben, merci déjà et avec plaisir pour qu'on prenne contact. Donc là, vous parlez un peu de fertilisation. Donc voilà, que votre sujet ou votre projet puisse venir un peu se déployer ici et porté par une structure locale, en fait, c'est ça. Moi, j'ai quelques idées, notamment sur des événements d'affaires organisés. Ouais, il y a quelques structures de l'entrepreneuriat social ici qui travaillent sur cette thématique-là. Donc, avec plaisir pour qu'on se rencontre au moins virtuellement et puis qu'on échange ensemble sur Super, je sur vais des demander à possibilités. Pour tous ceux qui sont intéressés à s'implanter sur le marché français, on vous a préparé un questionnaire. Je vous le mets dans le chat pour que vous puissiez répondre et puis on pourra ensuite vous contacter, donc les équipes Esplanade, French Impact, Rhône-Alpia, pour voilà, discuter de votre projet d'implantation. Et on avait prévu donc avec ce partenariat de faire un programme d'accompagnement du Québec vers la France. Avec le Covid, les déplacements vont être plus compliqués, donc on est en train de revoir le format qui sera certainement virtuel en partie au début. Donc voilà, donc ça va arriver bientôt. Si vous êtes intéressé, même si ce n'est pas pour tout de suite, n'hésitez pas à répondre au formulaire d'intérêt. J'ai une proposition, Florence, pour provoquer des questions un peu à l'envers. Si toi, tu connais certains des entrepreneurs qui sont parmi nous là, est-ce que tu pourrais en dénoncer quelques-uns que nous, on sache un peu mieux qui est là aujourd'hui, qui est venu participer, en plus de Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Et pourquoi vous êtes là, en fait, tout simplement. Ce n'est pas une vraie dénonciation, mais pour mieux... Je vois Marc Corbière, Indra, et Marco, je crois qu'il est parti. Si Marc, tu veux dire un mot. Oui, bonjour. En fait, on est en train de développer... Merci pour vos interventions. En fait, j'étais présent pour mieux entendre le développement d'entreprises sur le territoire français. On est en train de développer une application mobile en santé mentale et travail et on souhaiterait en fait diffuser cette application en France, sachant qu'on réside au Québec. Donc voilà. Donc j'ai eu quelques informations. C'était plutôt centré sur entreprises d'économie sociale. Donc nous, c'est pas notre cas. Donc voilà. Donc merci pour les infos. Je pense que j'ai pas à ce jour ou à ce moment des questions. Merci. Merci Marc. Merci. Indra qui nous dit merci pour l'information. Je pense que ce sera tout donc, pour les questions. S'il y a quelqu'un, allez-y, c'est le moment. Puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter par courriel et puis à remplir le questionnaire pour qu'on ait plus d'informations sur vos besoins et où vous en êtes dans vos projets d'implantation. Voilà, si c'est tout. Je vous souhaite une belle soirée pour les Français et une belle après-midi pour les Québécois. Et puis, à très bientôt. Surtout à vous, du coup. À bientôt. Merci. Merci.